Les élections européennes, c'est le 9 juin prochain. Savez-vous pour quel parti vous allez voter? Bonjour à tous, c'est Pauline et vous êtes bien sur la chaîne YouTube de l'Effet Domino. Et aujourd'hui, l'Effet Domino reprend du service pour partir à la rencontre de Douchka Markovic, cofondatrice et coprésidente du Parti animaliste, conseillère de Paris, déléguée auprès du maire du 18e arrondissement, chargée de la condition animale. Créé en 2016, ce parti politique est né du constat que la condition animale est la cause la plus négligée en politique. C'est un parti qui défend les sans-voix, c'est-à-dire les animaux, mais pas seulement, puisqu'il plaide également en faveur de la santé des citoyens et de l'environnement. Tout est lié. Contrairement à ce qu'on a l'habitude d'entendre, en s'occupant des animaux, on s'occupe également des problématiques sociétales. Allez, c'est parti. Merci beaucoup Douchka d'accepter cette interview. Alors première question, pourquoi voter pour le Parti animaliste aux élections européennes 2024, le 9 juin prochain? Alors les élections européennes, c'est des élections qui sont vraiment importantes parce que c'est déjà des élections qui sont nationales. Et l'autre point, c'est que c'est des élections à un tour, ce qui est assez rare en fait en France. Donc en fait, ça veut dire que ton vote va être considéré dès la première fois. Si on fait 5%, si on fait 6%, ça veut dire qu'on va envoyer entre 4 et 5 eurodéputés animalistes au Parlement européen. Et ça serait une avancée extraordinaire pour les animaux. Il faut savoir qu'on est le seul parti à l'heure actuelle qui a un programme aussi ambitieux pour les animaux et qui a autant de candidats qui sont animalistes sur la liste. Voilà, parce que nous, on a 81 candidats animalistes sur la liste du Parti animaliste, évidemment. L'autre point qui est important aussi, c'est que le Parti animaliste, c'est un parti qui est transpartisan. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que sur l'échiquier politique, nous ne sommes ni de gauche ni de droite. Pour nous, les animaux n'ont que faire de nos querelles politiques. Eux, ce qu'ils veulent, c'est moins souffrir. On s'adresse à tous les électeurs, quelle que soit leur sensibilité politique ou leur non-sensibilité politique d'ailleurs aussi. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est que quand tu votes pour les animaux, eh bien, tu votes aussi pour les humains et tu votes aussi pour l'environnement. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en tant que parti animaliste, bien sûr qu'on considère les animaux et qu'on veut faire évoluer leurs droits, mais bien sûr que les animaux, ils vivent quelque part, ils vivent dans l'environnement. Donc ça veut dire que nous, on est aussi pour faire en sorte que l'environnement soit moins pollué, qu'il soit partagé, qu'il y ait un partage des ressources. Et donc on a forcément aussi un volet environnementaliste qui est extrêmement important dans notre programme. Comment pouvez-vous agir concrètement au niveau européen? En quoi le fait de voter pour le Parti animaliste va changer mon niveau de vie? Est-ce que ça ne coûte pas plus cher une alimentation végétale? Il faut savoir que le Parti animaliste, on ne prône pas le fait d'être végétarien, végétalien, etc. En revanche, on a une politique publique dans laquelle on considère qu'il faut réduire de façon drastique sa consommation de viande et donc forcément la production aussi de viande. Donc ça veut dire réduire le cheptel, c'est-à-dire le nombre d'animaux. On estime qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup trop d'animaux que l'on fait naître. Il faut savoir qu'il n'y a aucun animal dans l'élevage qui naît de façon naturelle. C'est tous par insémination. Donc ça commence déjà par quelque chose qui est complètement non naturel, on va dire forcé. Ce sont des naissances forcées. On a des milliards d'animaux que l'on force à naître. La politique agricole commune, c'est 58 milliards d'euros qui sont investis pour 27 États membres. C'est des subventions qui sont colossales. À l'heure actuelle, la majorité de ces subventions vont pour l'élevage. Et donc nous, ce qu'on préconise, c'est de dire, en tant qu'État souverain et surtout en tant que dirigeant intelligent, on se doit d'utiliser les subventions pour aller vers des modèles qui sont vertueux. Et en fait, à l'heure actuelle, c'est pas du tout ce qu'on fait. C'est-à-dire que ce qu'on fait à l'heure actuelle, c'est qu'on prend l'argent et on l'injecte dans des modèles qui sont non vertueux, qui font souffrir les animaux, qui polluent la terre et qui endettent les éleveurs. L'argent est là, 58 milliards, c'est colossal. L'objectif, c'est de reprendre une partie et de l'investir différemment. On est dans un modèle qui est un modèle 100% productiviste. C'était un modèle d'après-guerre dans lequel l'objectif, c'était vraiment de produire énormément de denrées alimentaires, animales et végétales. Et donc, on a eu un modèle dans lequel l'objectif, c'était vraiment de produire, ce qu'on va dire donc à l'hectare. Donc là, les subventions sont à l'hectare, c'est-à-dire plus tu as d'hectares, plus tu as de subventions. Et on a des subventions, ce qu'on appelle aux têtes, donc au nombre d'animaux que tu élèves. Donc, on voit bien que ce modèle-là, c'est un modèle expansionniste
productivistes dont l'objectif, non pas de faire de la qualité, mais c'est de produire plus, pour notamment aussi l'exportation. Notre objectif, c'est d'arriver à un équilibre, à une souveraineté alimentaire qui soit vertueuse. C'est avec moins de souffrance animale, arrêter de polluer les nappes phréatiques, les sols et l'air avec les épandages notamment, parce qu'en fait, vous le savez très bien, les élevages produisent des déchets qui sont à base de nitrates, voilà, d'azote, etc. C'est-à-dire qu'en fait, tout le lisier, toute la merde des animaux, ensuite, elle est déversée dans les champs, soi-disant pour aider en fait à la productivité. Mais en fait, ça fait de l'azote pour les plantes, vrai, mais aussi ça pollue les nappes phréatiques et on se retrouve avec trop d'azote, trop de nitrates dans les sols, dans les nappes phréatiques. Et ça pollue après, voilà, on sait, les algues vertes. On se retrouve avec des communes, je crois que c'est 38 communes en Bretagne, qui ne peuvent plus utiliser de l'eau potable de leur nappe phréatique. On en est là. C'est-à-dire c'est des scandales sanitaires dont on ne parle jamais. Pourquoi ? Parce qu'on est complètement gangréné par les lobbies de l'agro-agriculture pour qui il n'y a aucun problème. Mais qui paye derrière pour nettoyer le sol, nettoyer l'eau ? C'est la collectivité. Et c'est pas plus cher d'acheter du tofu que d'acheter un morceau de poulet ? À l'heure actuelle, ça peut l'être. Bien sûr que ça peut l'être, parce qu'en fait, à l'heure actuelle, la viande et le fromage n'est pas à son prix réel, puisque justement, elle bénéficie des subventions, des 58 milliards d'euros de la PAC. On est sur des aliments qui sont sur-subventionnés. Les citoyens réclament de la transparence. Avez-vous une mesure qui permettrait une plus grande transparence de l'étiquetage ? Alors nous, ce qu'on porte comme modèle, c'est de dire qu'effectivement, il faudrait que les citoyennes et les citoyens, quand ils achètent, eh bien, ils puissent se rendre compte de la réalité du produit. Quand on achète de la viande, le produit, avant, c'était un animal. Donc, cet animal, il a été élevé d'une certaine façon, il a été abattu d'une certaine façon, il a peut-être été aussi transporté pendant plusieurs kilomètres. Toutes ces choses sont complètement cachées et finalement, elles font partie des ingrédients, en fait, on pourrait dire. Hein. De la même manière que tu achètes un produit, il y a les ingrédients à l'intérieur, et bien la manière dont la viande a été produite, c'est un ingrédient aussi. Et donc, on devrait pouvoir, par un affichage, par un étiquetage, eh bien, savoir précisément qu'est-ce qu'il est arrivé à cet animal avant qu'il soit emballé. Donc là, sur les œufs, par exemple, ça existe déjà, puisque tu as le 0, voilà, 1, 2, qui te permet de savoir si c'est une poule qui a été élevée en cage, est-ce qu'elle a été élevée en plein air, est-ce qu'elle a été en bio. Et l'idée, c'est d'avoir la même chose que ce qu'on fait pour les œufs, mais de l'avoir aussi pour la viande. On est dans un système agricole qui provoque des souffrances pour les animaux, mais également pour les humains. Que proposez-vous aux partis animalistes ? Ce que les consommateurs voient, c'est uniquement la fin, c'est l'animal, le morceau de viande emballé. Mais avant tout ça, il y a des gens qui ont fait le sale boulot. Quand on parle, oui, il y a beaucoup de souffrance dans le système agricole. Il y a la souffrance des éleveurs. On voit qu'il y a un suicide d'éleveurs tous les 2 jours. Donc ça s'appelle un vrai mal-être. C'est quand même une des professions qui se suicide le plus. Donc oui, il y a un souci. Et puis, il y a un autre côté dont on parle quasiment jamais, c'est l'abattoir. L'abattoir est un lieu qui est tout simplement impensable. Moi, j'ai eu la chance, oui, je dis la chance, même si, de visiter un abattoir justement grâce à mon action d'élu en fait à la mairie du 18e. Et ce que j'ai vu, c'est quelque chose qui est vraiment pas imaginable. C'est-à-dire qu'il y a seulement les personnes qui sont allées là-bas qui peuvent se rendre compte de ce que c'est. Moi, je suis allée dans un abattoir dans lequel on a 9000 poulets qui sont abattus à l'heure. 9000 poulets. Je ne sais pas si vous pouvez juste imaginer ce que c'est en fait. J'ai tellement vu de cadavres, c'est inimaginable. C'est un nombre d'animaux qui est tellement colossal qu'en fait, avec la raison, on ne peut pas imaginer ce que c'est. Donc c'est chaque seconde, il y a un poulet qui est là et qui circule au-dessus de la tête. Vous ne pouvez pas imaginer, il y a des espèces de chaînes et ça passe en boucle, ça ne s'arrête jamais. On marche dans le sang, il y a le sang qui gicle de partout. Non, c'est quelque chose qui est terrible. Il y a une odeur qui est terrifiante, on a envie de vomir tout le temps, parce que c'est des entrailles en fait. Il y a du sang partout, des entrailles, il fait froid. C'est des conditions de travail qui sont les pires
qui existe. Je pense, vraiment, honnêtement. Moi, quand j'y suis allée, j'avais une opinion assez négative, finalement, des gens qui travaillaient là-bas. Et quand j'ai fait cette visite, j'ai regardé ces gens et je me suis dit, mais en fait, ils sont en souffrance. Je pensais voir des sadiques. Ce n'est pas des sadiques, c'est des gens qui souffrent. C'est des gens qui sont obligés d'être là. C'est des gens qui ne prennent pas de plaisir à être là. C'est des gens qui ont un masque. Moi, ce que j'ai vu, c'est des gens tristes. Et quand je suis sortie, je me suis dit, en fait, il y a une souffrance que je connaissais et il y en a une autre que j'ai découverte. Et c'est la souffrance de ces humains qui travaillent dans ces lieux-là, dont on ne parle jamais. Parce que derrière votre morceau de steak, eh bien, il y a des gens qui ont souffert, en fait, pour que vous puissiez le manger. Donc nous, ce qu'on préconise, c'est déjà de faire en sorte qu'il y ait des caméras aussi dans les abattoirs, qu'on puisse voir ce qui se passe. On préconise aussi qu'il y ait beaucoup moins d'animaux qui soient abattus, c'est-à-dire de revoir les normes en fait, en termes de volume d'abattage, parce qu'il est bien certain que plus la cadence est grande, et bien plus il peut y avoir des dysfonctionnements aussi dans la manière d'abattre les animaux. Alors nous, au Parti animaliste, on considère que les animaux ne sont pas des marchandises, on considère que les animaux ne devraient pas être maltraités, ne devraient pas être transportés dans les conditions dans lesquelles ils sont transportés, ils ne devraient pas être abattus dans les conditions dans lesquelles ils sont abattus. Donc il y a, de notre point de vue, à revoir tout un système. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, la probabilité qu'un abattoir se fasse contrôler, elle est de 1 tous les 100 ans. Voilà. Donc ça veut dire jamais en fait. Donc ils sont complètement libres et on voit les cas de maltraitance qui, à l'intérieur, continuent de se perpétrer. On a des animaux qui sont dépecés, ils sont encore vivants. Enfin, c'est des choses qui sont abominables, vraiment. Et surtout, ce qui est important, comme on voit bien qu'il n'y a jamais de contrôle, c'est qu'il faut qu'il y ait des instances neutres, ou en tout cas, on va dire extérieures, qui puissent avoir accès à ces vidéos et regarder et constater s'il y a des manquements réglementaires par rapport à l'abattage. Puisqu'on voit bien que les services de l'État ne sont pas à la hauteur, il n'y a pas assez de contrôle, il n'y a pas assez de personnel en fait, pour faire les contrôles. Alors on n'en parle pas souvent de ce sujet et pourtant ça existe en France tous les jours. Des animaux sont enfermés dans des laboratoires pour l'expérimentation animale. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur l'expérimentation animale? Alors l'expérimentation animale, c'est un sujet qui est compliqué. Parce que très souvent, les humains, sur cet aspect-là, en fait, ils trouvent que c'est normal. Que c'est normal finalement d'utiliser des animaux pour tester des produits sur eux ou faire de l'expérience fondamentale sur les animaux. Et donc c'est un sujet qui est complexe et en même temps qui concerne beaucoup d'animaux, puisqu'il concerne 1,9 milliard animaux par an en France. Donc en fait, c'est 1,9 milliard animaux qui sont 1,9 milliard, ouais, qui sont victimes de ce qu'on appelle la vivisection, hein, donc d'expérimentation animale. La majorité sont les souris, mais on trouve aussi toute espèce d'animaux, et notamment à peu près 10% de lapins. Il y a aussi des chats, des chiens, des singes, des poissons aussi, 10% c'est des poissons. Et des chevaux, enfin voilà, il y a vraiment un panel d'animaux qui sont utilisés pour l'expérimentation animale qui sont assez importants. Et les expériences en question sont des expériences qui sont toujours douloureuses. On peut vraiment faire un parallèle entre l'expérimentation animale et de la torture. C'est de la torture en fait. Ils testent des nouveaux produits, c'est ce qu'on appelle les tests de toxicité. Donc on regarde si un produit est toxique dans les yeux, sur la peau. Donc ça, c'est les tests les plus fréquents, parce que c'est à peu près 30% des tests qui sont de cet ordre-là. 30% c'est pour la recherche fondamentale. Et ensuite, il y a des tests qui sont faits pour des produits aussi, hein, c'est ce qu'on appelle les tests réglementaires, pour mettre des produits sur le marché. Et c'est là où c'est assez confusant, je trouve, de mon point de vue en tout cas, c'est qu'on voit bien qu'on est dans un système complètement, là encore capitaliste, dans lequel on va vouloir nous mettre sur le marché un énième produit de détergent, de lessive, de parfum, de déodo, j'en sais rien, de crème, de machin, toujours encore plus, encore un nouveau produit dont on n'a pas besoin en fait. Donc on est toujours en train de retester des nouvelles choses
sur des produits qui existent déjà, qui fonctionnent déjà. Et donc, on est toujours encore dans le fameux capitalisme de toujours vouloir sortir de nouveaux produits qui ne sont pas plus performants que les autres, qui sont toujours identiques, qui vont juste avoir un nouveau packaging. Mais par contre, il y a des animaux qui vont avoir pris du produit dans les yeux, dans la peau, qui vont être brûlés, qui vont avoir été martyrisés pour ces nouveaux produits. Et donc, on a un vrai sujet sur ça. Au Parti animaliste, ce qu'on porte, c'est qu'avec l'Union européenne, on peut avoir des subventions et il faut les réorienter pour cette fois faire de la recherche sur ce qu'on appelle les méthodes alternatives. C'est-à-dire il y a des possibilités, maintenant notamment avec les méthodes en fait, directement sur les cellules humaines. On peut aussi faire directement sur du clone de peau humaine. L'idée c'est de se dire, ok, comment on peut vraiment réfléchir pour arrêter ça ? Comment on peut avoir des modèles maintenant avec la technologie pour arrêter ce type de modèle qui est un modèle complètement archaïque. En plus, il y a beaucoup de médicaments notamment qui ont été testés sur des animaux et soi-disant ils étaient inoffensifs et finalement sur l'humain eh bien ça ne fonctionne pas parce qu'effectivement entre une souris et un humain il y a quand même beaucoup de différences. Bref, il y a un vrai besoin de réfléchir sur cette façon de faire. L'idée c'est de dire ok, nous les humains en fait à chaque fois qu'on a une difficulté on va utiliser l'animal et lui prendre sa vie. C'est en fait la méthode de la facilité. Et on voit ça dans toute notre manière de réfléchir. Un animal nous pose un problème, on l'appelle nuisible et on le détruit. On a faim, on force les animaux à se reproduire, on les tue, on les mange. On a un problème, on veut tester des choses, et ben on prend un animal, on lui teste dessus, il meurt et c'est pas grave. On voit par exemple les méthodes qui ont été faites sur les singes, les pauvres, eux c'est terrible, les singes et les cochons ont une problématique supplémentaire par rapport aux autres animaux, c'est que c'est les deux animaux les plus proches au niveau génétique de nous. Et ça cause leur grand malheur. On a des pauvres singes qui ont subi des expérimentations qui sont terrifiantes sur, par exemple, ce qu'on appelle la privation sensorielle, où on prend des bébés singes et on leur met un truc sur les yeux, on les enferme dans une cage, ils ont aucune sollicitation tactile avec personne, ni auditive, ni olfactive, ni sensorielle. Et puis on regarde ce que ça donne. Avons-nous besoin de faire ce genre de choses ? Alors brièvement, le transport des animaux vivants, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Donc on peut déjà se poser la question, pourquoi autant de transport ? Eh bien là encore, pour des logiques purement économiques, c'est-à-dire que les animaux vont être transportés là où c'est plus économiquement intéressant d'être engraissés, d'être abattus, d'être dépecés, d'être... Voilà, enfin à chaque fois, il y a la reproduction aussi. Donc à chaque fois, en fonction de où ça coûte le moins cher, eh bien, on va envoyer l'animal dans cet endroit-là. Rien qu'au niveau de l'Europe, il faut imaginer que ça peut être des journées entières de voyage, des animaux qui sont entassés dans des camions pendant des heures et des heures, avec le fait qu'ils ne peuvent ni boire, ni manger, ni sortir se dégourdir les pattes, qui sont debout comme ça pendant plusieurs heures. Ça peut être parfois 2 jours de voyage quand on part d'un côté de l'Europe jusqu'à un autre côté, donc dans des conditions qui sont terribles. Et donc bien sûr, il y en a plusieurs qui meurent pendant le voyage. Et non, il n'y a pas de limite. Et donc c'est pour ça que nous, au Parti animaliste, on pose un postulat qui est de dire le transport d'animaux vivants, déjà de base, ne devrait pas exister. Parce que c'est pour eux énormément de souffrance, de stress. Donc on estime que ça ne devrait pas exister. Mais comme on est un parti pragmatique aussi, c'est-à-dire qu'à chaque fois, même si on estime que quelque chose ne devrait pas exister, eh bien on propose quand même des mesures pour atténuer la souffrance des animaux. Et donc là, par exemple, on a mis des mesures dans notre programme sur lesquelles on dit quand ça dépasse 30 degrés, les animaux ne devraient pas être transportés, parce que la chaleur, elle est vraiment augmentée dans un camion où les animaux sont serrés les uns contre les autres, sans pouvoir boire, ni sortir, ni s'aérer. Il y a une autre mesure qu'on porte aussi, c'est pas plus de 8 heures sans arrêt. Mais voilà, c'est même déjà trop en fait. Et il suffit que nous, on s'imagine être enfermés avec 50 autres personnes dans un camion serrés les uns contre les autres. On ne peut pas même bouger nos bras, on ne peut pas même s'allonger, et ça va durer 8 heures. On voit l'enfer déjà, quand en 1 heure déjà dans les transports on n'en peut plus.
Et un dernier mot, quelque chose que vous souhaiteriez transmettre aux futurs électeurs pour le 9 juin prochain. On a deux façons d'agir quand on est citoyenne et citoyen. C'est par ton acte de consommation et c'est par ton vote. Il faut savoir que c'est quelque chose qui est fort de pouvoir voter. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un sondage. Les sondages, on peut toujours dire oui, voilà, on a 4 milliards de sondages, qu'est-ce que tu veux ? On pose la question, on l'oriente. Mais un vote, ce n'est pas possible. Tu as une personne, un vote. Ce n'est pas quelque chose d'anodin. Ce n'est pas un point de vue. C'est un bulletin de vote. À la fin, ça permet de peser. Et on peut se dire, moi je suis lasse de la politique, je suis lasse de ce qui est en train de se passer, je suis tellement déçue. Je vote, ça ne change rien. Il parle, il ne change rien. Mais ici, avec le parti animaliste, c'est différent. Parce que le simple fait de te déplacer et de voter parti animaliste, en soi, c'est une bombe. Pourquoi ? Parce que personne n'imagine que tu vas aller voter pour les animaux. Parce que personne pense que c'est important de voter pour les animaux. Chaque vote qu'on a en plus est une bombe. Parce qu'elle permet de dire ce sujet-là, que tous les gens pensent être un sujet mineur, finalement, c'est un sujet qui est important, c'est un sujet de société qui est extrêmement important. Et le sujet de société, c'est commencer par les animaux, et ensuite, on développe les thématiques jusqu'à la sphère environnementale et la sphère humaine. Et encore une fois, voilà, le vote est une manière de dire « je pèse dans le débat politique ». C'est une manière de dire « ce sujet est important pour moi ». Et pour ceux qui pensent que ce sujet, même il est mineur, j'ai envie de leur dire, si vous ne savez pas pour qui aller voter, vous vous dites même le 9 juin, moi j'ai autre chose à faire, je vais aller faire un pique-nique. J'ai envie de leur dire, ce jour-là, le 9 juin, viens voter pour les animaux. Parce que ce vote-là, il ne sera pas un vote inutile, il sera un vote utile. Pas pour toi, peut-être. Mais pour les animaux, il sera utile. À chaque instant, pour changer les politiques publiques envers eux. Merci Douchka. Les animaux ne sont pas de la nourriture. Derrière chaque morceau de viande ou de poisson, c'est une conscience qui s'est éteinte dans des souffrances extrêmes. Parce que vous le vouliez ou non, quand on sait qu'un élevage est contrôlé tous les 100 ans, on se doute bien que les règles minimales ne sont pas appliquées. Ce que l'on fait subir aux milliards d'animaux terrestres et marins est insoutenable et n'est pas digne de notre niveau de civilisation. Rappelons-nous qu'une alimentation végétale a une empreinte carbone 3 fois moins importante qu'une alimentation carnée. Si ce n'est pas un argument, alors le 9 juin prochain, votre vote peut faire la différence. Pour les animaux, pour les humains, pour votre santé et pour l'environnement. Parce que votre voix compte, tout comme celle des animaux.